La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre d'un nouveau cycle de conférences qui explore l'histoire transnationale, les historiens Guillaume Calafat, Stéphane Vandamme et Claire Zalck reviennent sur la définition de cette discipline. Bonsoir. C'est assez rare finalement d'avoir à présenter les travaux d'un laboratoire de recherche. Bon, évidemment, on ne va pas faire une étude de laboratoire comme on fait en histoire des sciences, en sociologie des sciences, mais on va essayer un petit peu de vous montrer comment à la fois les historiens travaillent sur la longue durée, entre la fin du Moyen-Âge et le XXe siècle, et aussi peut-être aussi voir comment les historiens réfléchissent à leur pratique historienne. Hein. Donc, vous allez voir qu'autour de la question de l'histoire transnationale et de la manière dont l'Institut d'histoire moderne et contemporaine l'aborde, il y a évidemment un degré de réflexivité, si j'ose dire. Il y a une réflexion historiographique, voire épistémologique, pour employer des grands mots. Donc, on a déjà dit l'histoire à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, elle s'était créée sur un programme qui était un programme plutôt classique, hein, dont les périmètres étaient plutôt l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire des techniques à un moment donné, dans les années 80, et puis avec un corps, je dirais, de métier qui était évidemment la production de cette bibliographie annuelle de l'histoire de France, qui a constitué une forme de raison d'être collective du laboratoire à la fin des années 70 et au cours des années 80 et 90. Alors, si on tente d'éclairer les rapports entre le laboratoire et l'histoire transnationale, il faut évidemment évoquer, et je ne vais pas manquer de le faire, deux figures tutélaires, si j'ose dire, deux directeurs de ce laboratoire qui se sont lancés au début des années 90 dans un ambitieux programme de recherche centré plutôt sur l'Europe, à savoir Christophe Charles et Daniel Roche, ou plutôt Daniel Roche et Christophe Charles, dans la chronologie, qui ont été deux directeurs du laboratoire du début des années 90, 1990, au milieu des années 2000. Donc, vous voyez une grande longévité qui a permis justement de constituer un certain nombre d'enquêtes collectives. Donc, j'en signalerai une. Le projet sur l'histoire des capitales européennes, qui a donné lieu à différents colloques, mais aussi des ouvrages collectifs. Et évidemment, à l'époque, il ne s'agissait pas forcément de parler d'histoire transnationale, il s'agissait avant tout de s'intéresser à une histoire comparée des sociétés européennes, vue soit à travers le prisme d'un comparatisme fondé sur une histoire des transferts culturels qui s'était mis en place aussi au début des années 90 pour Christophe Charles, histoire comparée des intellectuels, histoire comparée du théâtre, enfin où il a déployé, si j'ose dire, ce questionnaire sur différents objets. Histoire comparée des sociétés impériales, c'était la grande synthèse qu'il a produite au début des années 2000 sur la question. Et puis du côté des modernistes avec Daniel Roche, donc là c'est peut-être l'ouvrage le plus emblématique de cette vision, on va dire, à la fois comparée, mais aussi fondée sur la pratique des circulations, les cultures de la mobilité, donc son livre « Humeur vagabonde », publié en 2003. Et donc, je vais revenir un petit peu sur ces éléments, sur ces propositions historiographiques qui ont été formulées progressivement au cours des années 90. Et puis, on peut dire que leur collaboration s'est une nouvelle fois nouée autour d'une encyclopédie historique de l'Europe, qui a été publiée en 2018, s'agissant ici encore de dépasser le paradigme d'un nationalisme méthodologique, donc des histoires nationales qui dominaient les historiographies européennes et qui dominaient évidemment l'historiographie française. Donc, que ça soit du côté d'une histoire des transferts, d'une histoire comparée des sociétés européennes pour Christophe Charles, ou d'une histoire des cultures de mobilité,
de la Renaissance au XIXe siècle. Pour Daniel Roche, on peut signaler aussi son livre sur la culture équestre, qui participe aussi d'une histoire de la mobilité, bien évidemment. On voit bien que l'idée était à la fois de travailler sur une chronologie longue et puis aussi d'essayer de construire une réflexion historiographique qui dépasse le paradigme d'une histoire ou d'une historiographie nationale. Alors, évidemment, voilà, en tirant ces deux figures, il ne faut pas oublier qu'ils écrivent ou ils travaillent collectivement dans un contexte où ce paradigme de l'histoire transnationale, ce cadre historiographique, s'est progressivement dessiné. Il ne s'agit pas d'un programme tout fait apparu au début des années 90. Il émerge, je dirais, au carrefour de plusieurs renouvellements. On peut signaler deux matrices, si vous voulez. La première, autour de l'histoire comparée, je l'ai déjà dit, qui a donné lieu donc à l'histoire des transferts culturels au début des années 90, sous l'impulsion de Michel Werner et de Michel Espagne. Donc deux germanistes, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément dans le giron de l'histoire que se développe, ou des départements d'histoire que se développe cette proposition historiographique. Et puis l'histoire croisée, qui va prolonger d'une certaine manière l'histoire comparée, l'histoire des transferts. Cette première matrice, elle est vraiment majoritairement centrée sur l'histoire de l'Europe. C'est une manière de renouveler l'histoire européenne dans les années 90, à un moment aussi où on arrive à l'élargissement de l'Europe. Donc c'est aussi... il y a une guerre des récits. Vous allez voir, ça va revenir souvent, une compétition, une concurrence entre différents récits. Et il est clair que le récit qu'il fallait contester, c'est effectivement celui d'une histoire centrée sur des constructions, alors on va dire autour de... donc on va essayer de chercher des objets comparables, donc autour de l'histoire de l'État, par exemple. L'autre matrice que je voudrais signaler, c'est évidemment quelque chose de complètement différent. C'est celle qui vient de l'histoire impériale et de l'histoire globale. Il ne faut pas mélanger les deux, mais disons, en fait, ces historiographies-là, elles étaient séparées de l'histoire européenne classique. Il n'y a pas un chapitre dans l'ouvrage de Daniel Roche qui porte sur l'Empire, par exemple. Ça lui a été reproché d'ailleurs. Mais en fait, il y avait une division du travail. Donc l'histoire coloniale, il y avait des universités qui en faisaient, il y avait des collègues qui étaient spécialisés sur ces archives, et finalement, comme pour l'histoire globale, qui avait déjà une longue tradition, on avait affaire à un univers différent, avec des institutions spécialisées, comme l'École des hautes études en sciences sociales en particulier, dans la filiation de l'historiographie brodélienne, on va dire, de régionalisation du monde autour des aires culturelles, enfin un programme qui s'était mis en place déjà dans les années 50-60. Donc vous voyez déjà la longévité de ces généalogies. Alors, à partir de là, comme l'histoire comparée s'est renouvelée par l'histoire des transferts, par l'histoire croisée, on peut dire que l'histoire impériale et globale a aussi évolué avec de nouvelles propositions historiographiques où on peut trouver, alors c'est peut-être des termes que vous avez déjà croisés, l'histoire connectée, l'histoire transimpériale, l'histoire micro-globale. On va revenir sur ces différents thèmes, mais aussi l'histoire océanique ou l'histoire maritime. Donc, qui consistait aussi à revisiter le paradigme de la circulation, le paradigme de la rencontre en particulier, les situations de contact à partir de ces méthodologies. Alors, évidemment, ça serait un petit peu... c'est une présentation très, très grossière. On pourrait entrer dans les détails et on le fera sans doute à l'occasion de nos échanges. Il faut bien se rendre compte que durant ce développement, cette émergence de l'histoire transnationale, on peut dire qu'on peut
naviguer entre deux formes, deux sens. Un sens strict, on va dire, donc une histoire nationale que je qualifierais dans un sens fort, un programme fort de l'histoire transnationale qui a beaucoup prospéré, en particulier en Allemagne, donc autour d'une périodisation d'ailleurs très intéressante entre 1750 et 1850, vraiment qui a pris au sérieux la question de déconstruction nationale, mais comprise comme justement une construction ou une co-construction, une coproduction avec des objets fétiches, comme par exemple l'histoire des frontières, qui a été vraiment un objet particulièrement travaillé dans ce cadre-là. Donc là, ce programme peut être un peu plus limité, un peu plus, mais qui prend vraiment au sérieux le terme de transnational, le prend doublement au sérieux. D'un point de vue chronologique, il exclut évidemment un certain nombre de périodes qui sont caractérisées comme anationales ou pré-nationales, ou thématiquement un certain nombre d'objets de recherche a été peut-être moins marqué par un certain nombre d'approches. Donc là, on a quelque chose d'intéressant dans ce premier pôle, d'une définition, voilà, pour moi, dans une sorte de programme fort qui existe toujours. Je le redirai un petit peu plus tard, dans certains lieux d'enseignement et de recherche en Europe. Je pense par exemple à l'université de St Andrews, voilà, dont le centre d'histoire spatiale et transnationale a d'ailleurs été créé par un Allemand. On voit quand même qu'il y a des traditions académiques, il y a des traditions intellectuelles qui perdurent. Et puis de l'autre côté, je dirais, il y a un sens plus lâche, qui englobe le transnational dans un sens alors plus équivoque peut-être, autour des pratiques de circulation, autour des pratiques de mobilité, et qui englobe aussi donc ces situations de rencontres impériales, par exemple, ou encore l'étude de circulation globale, de flux globaux, si on pense à l'histoire économique, etc. Volontairement, j'oppose ces deux pôles, mais évidemment, il y a entre les deux, évidemment, des situations intermédiaires. Alors politiquement aussi, on voit bien comment on est passé aussi d'une obsession pour la construction européenne et l'élargissement de l'Europe et l'intégration européenne des pays de l'Est de l'Europe à une problématique qui tourne plutôt autour du global, bien sûr, et donc l'intégration de certaines régions du monde, en particulier, dans ce grand récit de la modernité. Alors, aujourd'hui, on en est où, évidemment, avec la crise de la pandémie, comme avec la crise environnementale? On voit que, déjà, on amorce le virage de l'après. Alors, je ne sais pas s'il faut dire l'après transnational, mais peut-être l'après global, très certainement, dans lequel on essaye, justement, d'essayer de réfléchir à distinguer histoire globale, histoire mondiale, par exemple. Donc, on va essayer, alors, évidemment, en fonction des pays, les concepts disponibles sont différents, mais l'idée est quand même d'essayer d'avoir un retour réflexif sur cet élargissement de la focale qui était permise par ces différentes approches. Alors après une vingtaine d'années, si j'ose dire, d'exploration, une trentaine d'années même, on peut dire que cette histoire transnationale, elle est à la fois mature, parce que elle est enseignée un peu partout, mais elle reste toujours expérimentale. Elle reste toujours conquérante. Moi, c'est un peu comme ça que j'aime bien la voir, c'est-à-dire que c'est pas une histoire établie. Voilà, c'est pas une histoire établie. Elle est encore souvent minoritaire. Et dans beaucoup de pays, il y a une résistance, il y a une critique très forte, une réaction, même, je dirais, très forte à ces pratiques d'enseignement, à ces programmes d'enseignement. Donc, elle reste une pratique exploratoire, une pratique expérimentale, et c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on l'enseigne à l'Université de Paris 1, à l'ENS, ou qu'on l'expérimente au sein de notre laboratoire. Bien sûr, on n'a pas le
privilège, le monopole, si j'ose dire, de l'histoire transnationale, ni sur la place de Paris, ni en France. Il y a d'autres institutions qu'il faut quand même signaler. Bien sûr, le HESS, je l'ai déjà dit, dont l'expertise sur les aires culturelles est tout à fait incomparable, je veux dire, en France. Mais on peut penser aussi au master d'histoire de Sciences Po, qui est très marqué par l'histoire transnationale. Alors évidemment, chronologiquement, eux, ils ont fait le choix, comme l'Université de Genève, d'avoir plutôt un master d'histoire contemporaine, vraiment d'histoire très contemporaine, voire 20e. Donc là, effectivement, la périodisation est un petit peu différente. Mais on trouve ici ou là, à l'Université de Nanterre, sur l'Amérique, à l'Université de Paris-Cité, on va trouver aussi, où ils ont une culture plus aussi tournée vers l'Afrique, par exemple, ou l'ancien laboratoire Tiers-Monde. Voilà, tous ces ensembles aussi existent. Voilà, on n'est pas dans un paysage où on est arrivé... on n'est pas dans un paysage vide, au contraire. Ce qui me frappe, c'est la masse critique qui est en train de se développer autour de ces enseignements à l'université comme dans les institutions de recherche, ça c'était pour Christophe Charles. Et ce qui me frappe aussi, c'est le dynamisme éditorial, on en reparlera, de cette historiographie. Vous avez tous croisé l'histoire mondiale de la France, bien entendu, mais vous savez que l'histoire mondiale de la France a donné lieu à tout un ensemble de petits frères ou petites sœurs un peu partout en Europe, en Italie, et puis il y a des projets qui sont en cours de construction. On a aussi, pour parler de la dynamique éditoriale et intellectuelle, les revues scientifiques, que ça soit la revue porte-étendard de la discipline, les Annales, bien sûr, qui a consacré depuis 30 ans, enfin depuis toujours, j'ai presque envie de dire, mais enfin bon, disons qui a vraiment participé à la discussion autour de ces nouvelles propositions historiographiques. Mais vous avez aussi la revue d'histoire moderne et contemporaine, pour caler autour de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, la RH 19, donc pour les 19e-istes, 20e siècle, enfin bon, on peut plus dire aujourd'hui qu'on est dans dans quelque chose de périphérique. Au contraire, me semble-t-il, il faut vraiment prendre acte de ce changement d'époque. Et même si, effectivement, il faut retenir l'idée que, au-delà du potentiel heuristique de ces approches, moi, je propose de ne pas s'enfermer dans une querelle de labels. Vous voyez, chacun essaie de développer un peu une proposition différente. Certains entrepreneurs, même historiographiques, essayent de promouvoir ou peut-être d'exagérer un peu la concurrence entre ces différents paradigmes. Je pense que c'est une erreur et que dans la pratique pédagogique, en fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces outils pour nos étudiants et d'essayer d'encourager déjà une réflexion sur les échelles, une réflexion sur la comparaison, une réflexion aussi en termes d'approche spatiale, de spatialisation des problèmes, une réflexion aussi sur les interactions, donc la focalisation sur les contacts, sur la rencontre, sur les agents. Voilà, l'histoire des intermédiaires, des go-between, l'histoire micro-globale, on y reviendra. Voilà, toutes ces voilà, je suis peut-être un peu naïf, mais j'aime bien l'idée que plutôt que promouvoir la guerre des chapelles, c'est le moment aujourd'hui peut-être pour mettre en avant plutôt une forme d'œcuménisme épistémologique, en tout cas de pluralisme, défendre le pluralisme dans ce champ et donc d'essayer même au prix d'une forme d'indétermination. Voilà. On ne va pas vous livrer des définitions comme s'il s'agissait de ranger chacun dans une boîte, au risque aussi d'une forme d'anomie. On ne reconnaît plus qui est dans quoi, etc.
mais de retenir l'idée qu'on est dans un mode de lecture, une grille de lecture des sociétés du passé, hein, qui est aujourd'hui, pour moi, assez incontournable d'une certaine manière. Loin d'être une faiblesse, hein, cette pluralité constitue au contraire une force, hein, et qui permet de discuter de manière critique et réflexive, hein, ces différents paradigmes. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir à ces tables, on a la chance d'avoir deux collègues, deux éminents spécialistes, qui sont aussi deux figures très originales dans le paysage de la recherche, en histoire moderne et en histoire contemporaine, et qui vont permettre d'une certaine manière d'incarner un tout petit peu ce discours un peu général et de vous donner un petit peu le goût, hein, de l'histoire transnationale et de vous montrer concrètement comment cette histoire, elle est mise en œuvre dans des programmes de recherche, hein, donc parce que cette histoire transnationale, elle est par nécessité collective, hein, voilà, on peut pas prétendre, d'abord, ne serait-ce que par l'apprentissage de l'archivistique, des langues, etc., totaliser un certain nombre de perspectives. Donc, c'est important de travailler collectivement. J'avais prévu de dire Claire d'abord. Donc, Claire Zalck, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est aussi directrice d'études à l'EHESS, qui a été directrice du laboratoire de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Elle est spécialiste de l'histoire des migrations. Voilà. Elle a beaucoup publié, là, comme vous pouvez le voir, aussi bien sur l'histoire des migrations que sur l'histoire de la Shoah, toujours avec une perspective très originale, une réflexion méthodologique, en particulier aussi bien autour des approches quantitatives. Et ça, c'est quelque chose d'assez original parce que, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup d'historiens, enfin en tout cas, il y a une petite tension entre ceux qui sont plutôt dans des approches qualitatives, qui vont refuser justement toute légitimité à des approches quantifiées. Et puis, donc, Claire a suivi une autre voie, aussi autour de ses travaux sur la Shoah. Donc, vous avez ici quelques-uns des titres de son œuvre. À ma droite, Guillaume Calafat, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1 et qui est spécialiste de l'histoire méditerranéenne, de l'époque moderne, qui a travaillé sur les conflits juridiques, sur l'histoire maritime, bien sûr. Donc, il faut réaliser aussi que les études méditerranéennes, c'est un champ à la fois magnifique, hein, monumental. Bon, il y a l'ombre portée de Fernand Braudel, donc on voit bien quand même que là, on rigole plus là. Il s'est aventuré dans cette histoire aussi en essayant d'analyser. De proposer aussi une histoire à partir d'un autre cadre historiographique, hein, que ce soit l'histoire des circulations, l'histoire des communautés aussi en Méditerranée. Parmi, je signale l'ouvrage tiré de sa thèse, hein, Une mer jalousée, publié en 2019, mais aussi deux projets qu'il est sur le point d'achever. L'un sur le naufrage des Turcs, j'avance un peu, je fais un peu de teasing, le naufrage des Turcs en mer de Sicile, peut-être que tu en diras un mot, et aussi, c'est un spécialiste des ports francs, donc en voilà quelques-uns sur l'écran. Donc on a vraiment là la possibilité, n'hésitez pas à poser des questions, vous avez deux champs complètement différents, mais en même temps Claire et Guillaume expliqueront comment... alors, on a décidé d'abord de leur laisser 10 minutes, hein, pour présenter chacun un petit peu leur manière de travailler, alors en histoire transnationale, en mettant des guillemets pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre derrière cette appellation. Et puis, on essaiera de passer en revue un certain nombre de thèmes, l'articulation enseignement, formation, recherche, les difficultés de faire cette histoire
transnationale, voilà, quels sont les réquisites en termes de langue, en termes de pratique de l'archive, etc. On abordera les questions méthodologiques, justement, les nouvelles propositions historiographiques, l'histoire micro-globale, l'histoire connectée, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Alors on a la chance d'avoir des gens qui connaissent ça très bien. Et puis, on terminera peut-être par évoquer les questions aussi de publication, d'édition, pour vous, peut-être, vous donner aussi envie de vous repérer un peu quand vous êtes en librairie, par exemple, vous donner quelques repères. Et puis, évidemment, ensuite, on ouvrira la discussion à la salle. Alors, Claire, c'est à toi de jouer. Ah, c'est moi qui commence? Okay. Non? Si, je sais pas. Ou chronologiquement, comme vous voulez. Comme vous voulez. Je t'en prie. Ok. Je t'en prie. Est-ce que tu veux passer à ma place, peut-être? Ouais, très bien. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette introduction très dense et élogieuse et voilà, impressionnante. Pour situer juste d'où je parle, je suis donc une historienne d'émigration au XXe siècle. Et donc, je voulais juste, en 10 minutes, en effet, essayer de montrer comment ce transnational a pu faire bouger les lignes sur ce champ particulier. Et donc, je vais être extrêmement globale. Et évidemment, je serai prête à répondre à vos questions. On pourrait dire que les migrations sont d'emblée transnationales, puisque les migrants, en tout cas, un certain nombre de migrants traversent les frontières et mettent en question les constructions nationales. Et que les migrations de longue distance, notamment, constituent par elles-mêmes des facteurs d'échange entre sociétés européennes et extra-européennes d'une part, entre espaces métropolitains et coloniaux d'autre part. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Les migrations ont pendant longtemps été également, surtout au XIXe et XXe siècle, à la période contemporaine, l'un des instruments de construction du national, puisque l'identification des migrants par la nationalité se développe dans le dernier tiers du XIXe siècle et fait vraiment partie de la construction du national. Et le XXe siècle, c'est un moment critique de reconfiguration de cette identité nationale, comme il y a le mot d'Ernest Gellner qui dit, qui est auteur de Nation et nationalisme, qui dit qu'au XXe siècle, un homme doit avoir une nationalité comme il doit avoir un nez et 2 oreilles. Et vous savez très bien à quoi vous le vivez, je pense, chaque jour dans votre être, le fait que la nationalité est maintenant un des éléments de votre identité, ou en tout cas de votre identification. C'est intéressant si on revient sur ce personnage d'Ernest Gellner. Lui-même a fait l'épreuve de cette nécessité alors qu'il est né à Paris en 1925. Son père est journaliste germanophone de Bohême, mais apprend le tchèque à partir de 1918 lorsque est créée la Tchécoslovaquie, et il vient faire ses années d'études à Paris. C'est le père de Gellner, donc Rodolphe. Il fait une carrière, et puis donc son fils naît à Paris, puis il rentre à Prague, où il fait une carrière. Ernest, à ce moment-là, à Prague, apprend le tchèque aussi, mais fréquente un lycée anglais. Et en 1939, c'est une famille juive, et ils fuient tous au Royaume-Uni, où Ernest Gellner fera carrière et s'installe. Donc vous voyez que dans son propre parcours, et après il va être l'auteur de Nation et nationalisme, son propre parcours dit très bien combien il a éprouvé à la fois l'importance de la nationalité et les limites de l'identification nationale. D'ailleurs, sa thèse en anthropologie sociale porte sur les Berbères dans les monts de l'Atlas. Le XXe siècle, c'est en effet aussi celui d'une gestion étatique des migrations. Et ensuite, c'est un siècle non seulement des guerres, des sorties de guerre et des reconfigurations territoriales. On parlait des questions de frontières entre 1750 et 1850, mais vous avez, je ne vais pas vous faire un dessin des dessins sur les tracés des frontières entre 1914 et aujourd'hui qui n'ont cessé de bouger. Et à chaque fois, ces guerres et ces modifications de frontières ont entraîné des déplacements massifs de population, d'autant plus qu'au XXe siècle, afin de régler la question des minorités qui aurait été, selon certains, qui n'a cessé en tout cas d'agiter l'Europe pendant l'entre-deux-guerres, et d'ailleurs l'Europe, mais le monde, il y a eu une politique radicalement différente
de celle du siècle précédent, puisqu'on a décidé de procéder à des transferts massifs de population pour que les populations en fait, se calquent dans les bonnes frontières et pour arrêter, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, ce problème des minorités. Donc tenter d'homogénéiser les populations. Et donc on a des vastes échanges de populations polonaises, de populations allemandes. Il y a 12 millions d'Allemands, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont chassés de Prusse orientale, de Silésie, annexés à la Pologne, des Sudètes, etc. Donc vous voyez que c'est un siècle où le national est extrêmement prégnant dans l'histoire des migrations, mais elle va être aussi extrêmement prégnante dans l'historiographie des migrations. Et on pourrait se dire, alors que les migrations sont un phénomène transnational par définition, l'histoire des migrations, c'est d'abord écrite d'un point de vue national. Si l'on prend l'exemple français, ce pays d'immigration qui s'ignore, selon les mots de Dominique Schnapper, c'est pour faire l'histoire de ce non-lieu de mémoire, comme le désigne Gérard Noiriel, qu'il semble nécessaire, dans un premier mouvement au cours des années 80, de faire des étrangers des personnages centraux de l'histoire de France. Et c'est dans les lieux de mémoire et en référence aux lieux de mémoire que Noiriel écrit non-lieu de mémoire pour parler de l'histoire de l'immigration. C'est l'histoire de sources également d'une dépendance à l'archive, puisque les sources sur l'immigration au XXe siècle sont énormément produites par la nationalité et donc par l'État. Il y a une production d'archives de contrôle des migrants qui est absolument phénoménale. Et donc les migrants... d'autant que les migrants, eux-mêmes souvent, en tout cas pour les migrants qui sont issus de classes populaires, et on pourra revenir là-dessus, laissent peu des documents et d'archives privées. Et donc soit on fait l'histoire des migrants les plus aisés, de l'élite, et donc là on a des documents qui ne sont pas produits par l'État, mais si on veut faire l'histoire des migrants issus des classes populaires, on est dépendant aussi de sources produites par les États. Et je pense que c'est important de rappeler ça aussi. Donc cette histoire, elle a été produite, alors je parle de la France, c'est exactement pareil aux États-Unis, avec une chronologie légèrement décalée. La naissance de l'histoire de l'immigration en France, c'est les années 80, on va dire que c'est les années 60 aux États-Unis, mais c'est une histoire tout à fait nationale. Alors les renouvellements de l'approche transnationale ont été très importants depuis le début des années 2000. Je vais juste, je regarde ta montre, essayer d'aller rapidement. En rompant avec ce fameux nationalisme méthodologique, il y a eu certains acquis que je vais énoncer, qui sont pas du tout, qui sont le fait de tout un ensemble d'auteurs. D'abord, mettre l'accent sur les mouvements de migration à l'extérieur de l'espace occidental. Il y a par exemple le travail d'Adam McNeon qui montre qu'il y a autant de migrants qui s'installent en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord qu'en Amérique entre le milieu du XIXe siècle et les années 30. Alors qu'on avait une histoire qui était entièrement Ellis Island, les bateaux transatlantiques, les migrations vers les États-Unis. Enfin, c'est comme ça qu'on a vu les migrations du 1er XXe siècle. Or, en comptant, en faisant juste des comptages, il va montrer qu'en termes quantitatifs, c'est aussi important sur l'Asie que sur l'Amérique, sur l'Atlantique Nord. Ce qui permet d'ailleurs, et puis il va revoir aussi les visions des travailleurs émigrés asiatiques qui ont beaucoup été présentés comme des coulis ou des engagés, dans une vision issue de discours produits dans des cadres discriminatoires ou antidiscriminatoires, mais qui réifient en fait ce personnage de l'émigré asiatique. Et lui, il montre que la plupart des Asiatiques se déplacent, travaillent dans des conditions et au prix d'obligations qui ont peu à voir avec les fantasmes des Européens. La plupart financent leur voyage eux-mêmes, se trouvent un emploi grâce à toute une série de liens, de parenté, d'entrepreneurs, de dettes, de relations entre membres d'une corporation. Donc il va vraiment relire, si vous voulez, cette histoire écrite par une partie aussi de l'historiographie produite dans certains pays. Deuxième type d'acquis, tous les travaux sur ce qu'on appelle la mondialisation par le bas, ou encore les structurations des communautés migrantes transnationales, l'histoire des diasporas au XXe siècle. C'est une histoire que Guillaume connaît bien, parce que c'est une histoire qui a été bien et beaucoup travaillée en histoire moderne, mais de montrer, par exemple, dans les réseaux de... Moi, j'ai travaillé au tout début de ma carrière sur les entrepreneurs migrants, et qu'il y a des véritables diasporas d'entrepreneurs dans tout un ensemble de pays, avec cette question donc d'une mondialisation par le bas, avec des circulations de capitaux, d'entreprises, de logements, etc. Troisième type de renouvellement, les travaux sur le temps du voyage des migrants.
essayer de se placer sur les bateaux, par exemple, ou dans des zones de transit. Il y a eu beaucoup de travaux dans ces lieux d'attente qui font évidemment écho à ce qui devient l'une des caractéristiques du XXe et du XXIe siècle, qui est le camp de réfugiés. Vous savez que le phénomène des réfugiés et du camp de réfugiés, je vous renvoie aux travaux de Michel Agier, est maintenant une réalité quasi universelle de notre monde. Il y a la catastrophe climatique, évidemment, il y a eu la pandémie, mais le camp de réfugiés, c'est quelque chose qui est là partout et ces camps ne cessent d'être remplis. Et donc, sans doute en écho à ce phénomène, il y a eu de plus en plus de travaux autour de ces formes de transit, qui sont non nationalisées par définition, là encore. Et puis, la quatrième acquis, j'essaye d'aller rapidement, c'était celle que je voulais sur laquelle on peut dire que j'ai un petit peu contribué, en tout cas que j'essaye de travailler un petit peu là-dessus, c'est d'essayer, il me semble que l'histoire transnationale permet de mettre en cause les catégorisations des flux migratoires, qui sont très souvent le cas entre des migrants qu'on met dans des catégories. On va dire qu'il y a les migrants économiques, les migrants politiques et les migrants familiaux, ou alors maintenant on parle de réfugiés climatiques. Et adopter précisément une perspective transnationale par d'autres types de sources permet, me semble-t-il, de voir que les migrants qui franchissent les frontières ne correspondent pas nécessairement à cette vision étatisée du phénomène migratoire. Parce que, alors je vais passer sur Hannah Arendt, mais je vais juste vous montrer cette photo. Cette photo, elle a été envoyée, en fait, donc on voit Elie Kosowski, qui est un cordonnier polonais rue Marcadet, qui pose en 1932, et il vient d'acquérir cette boutique. Vous voyez, il a l'air assez fier sur le pas de porte de sa boutique, avec un collègue, visiblement. Et puis, vous voyez que la photo, elle a des traces, c'est parce qu'elle a beaucoup circulé, elle a été envoyée, en fait, à sa femme et à ses filles, restées à Varsovie, en 1932, pour leur dire c'est bon, ça va bien, vous pouvez venir me rejoindre. Alors, ce juif polonais, Elie Kosowski, a quitté sa ville natale pour Varsovie, où il a rencontré et épousé sa femme, et puis il arrive à Paris un an avant, en 1931. Il rejoint son fils Moïse, qui est devenu Maurice, qui est immigré dans la capitale, et il va ouvrir donc cette boutique de réparation de chaussures. Migrant économique, Elie l'est sans doute. Vous le voyez, il est très fier d'avoir pu acquérir cette boutique et on peut tout à fait le classer comme un migrant économique. Migrant politique, il l'est incontestablement. Il fuit l'antisémitisme, il le raconte. Il refuse d'ailleurs de demander sa naturalisation française après-guerre parce qu'il a été interné à Drancy en tant que juif et il reste identifié comme réfugié polonais jusqu'en 1958. À la date à laquelle il décède. Et migrant familial, il fait évidemment partie de flux de migration familiale. C'est-à-dire qu'il fait venir sa femme, il rejoint son fils, et il me semble qu'il est les trois à la fois. Qu'est d'essayer de le catégoriser, comme beaucoup d'historiens l'ont fait, en reprenant les catégories étatiques comme migrant économique, familial ou politique, ce n'est pas donné à voir ce que c'est ce que est ce migrant dans ses circulations. Précisément, et c'est un peu ce que j'essaye bon, je vais passer là-dessus, je vais juste vous présenter le projet, c'est d'essayer de changer en effet d'échelle pour se placer non plus à l'échelle des États, mais à l'échelle des migrants, et plus exactement dans un projet que je vous présente rapidement si j'ai le temps. Oui, on fait ça maintenant ou après ? Non, je sais pas, vas-y, si, vas-y. Ok, c'est peut-être plus cohérent. Qui est donc un projet qui va essayer de reconstituer les trajectoires transnationales de juifs d'un village que vous voyez là, qui est le village de Lubartów, à 30 km de Lublin. Et l'idée, c'est de reconstituer toute leur trajectoire. Alors, ils sont 3000, entre 3000 et 3500 habitants de ce village, et d'essayer de les reconstituer dans tous les pays du monde dans lesquels ils ont migré. Vous voyez toutes les petites photos qui sont situées
dans tous les petits endroits du monde, c'est des vraies photos de vraies personnes qui viennent de ce village, qui sont situées sur les vrais endroits où ils ont été. Ça a été notre petit travail du confinement, parce qu'on s'amusait comme on peut. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Il y a 18 pays qui ont été traversés par ces personnes. Et l'idée, c'est, alors on pourrait en parler, hein, de penser précisément les liens et les collectifs dans un contexte, dans ces migrations transnationales, en comparant de plus ceux qui migrent et ceux qui ne migrent pas, donc ceux qui restent, donc sans uniquement se centrer toujours sur ceux qui sont mobiles, il y a aussi ceux qui restent, et les liens entre ceux qui restent et ceux qui sont partis. Et penser parallèlement la question de la persécution, puisqu'on pourrait se dire ceux qui ont fui s'en sont sortis, sauf que il y a tout un ensemble de personnes qui ont fui et qui se sont, par exemple, retrouvées en France et ont été déportées de France. Donc c'est pas parce qu'on fuit qu'on s'en sort. Et donc c'est d'essayer de relire l'histoire des migrations à cette échelle, non pas globale, mais je dirais plutôt méso-globale, parce qu'il y a un collectif, hein, ce sont 3000, donc il y a aussi toute la question des liens et des réseaux entre ces personnes qui se jouent. Voilà, c'est un peu pour vous montrer un exemple, enfin l'exemple sur lequel je travaille avec toute une équipe d'ailleurs, d'une manière de prendre cette proposition transnationale en histoire des migrations au XXe siècle. Voilà, je m'arrête là, j'espère que j'ai pas été trop longue. Merci. Guillaume. Merci beaucoup Claire, et merci beaucoup aussi Stéphane et la BNF de nous accueillir pour présenter aussi une partie de nos travaux. Alors dans mon cas, je parlerai plutôt des études méditerranéennes en général et des études méditerranéennes avant 1750. Autrement dit, une période pré-nationale qui, par définition, utilise assez peu la qualification de transnationale pour décrire ce qu'elle fait. Là, c'est assez simple, mais ça rejoint ce que disait Stéphane Vandamme en introduction. Transnationale peut être utilisé en revanche comme objectif méthodologique et comme une étiquette assez souple pour travailler précisément sur des interactions, des connexions, des espaces intensément tissés. Et c'est là, je pense, l'usage que nous en avons aussi au sein du laboratoire, et précisément pour des périodes comme le XVIe et le XVIIe siècle, on peut utiliser transnational en ce sens. Les querelles d'étiquettes entre histoire globale, histoire connectée, histoire croisée, toute forme d'approche relationnelle n'ont finalement guère de sens, dans la mesure où une partie de ces querelles peuvent être aussi, je pense, réglées dès qu'on se penche sur les types aussi d'objets que l'on décide, et évidemment les domaines d'études que l'on aborde. Donc c'est un point d'introduction. Je dirais que si vous travaillez sur l'histoire moderne de la Méditerranée, vous trouverez rarement le terme transnational, mais on fait presque du transnational sans le savoir, comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que l'espace méditerranéen est en soi aussi un espace suffisamment connecté pour qu'on dépasse nécessairement le cadre national au départ. Alors, je présenterai 3 points simplement, assez rapidement. D'abord, pourquoi travailler sur l'espace méditerranéen, et on verra qu'il y a des Méditerranées également. Un deuxième point sur les domaines en cours de ces approches transnationales sur l'histoire de la Méditerranée. Et enfin, peut-être les enjeux et les difficultés qui nous permettront peut-être aussi d'aborder un certain nombre de questions et que nous pourrons aussi aborder par la suite. Alors, pourquoi la Méditerranée ? J'évoquerai 2 points là. D'abord, un horizon historiographique de l'histoire de la Méditerranée à l'époque moderne est marqué, comme l'a dit aussi Stéphane Vandamme en introduction, par l'ombre portée de Fernand Braudel, évidemment, et son étude sur cet espace dans la longue durée, dans la durée de la conjoncture, puis dans le temps des événements du XVIe siècle. Il n'est pas le seul, néanmoins, à avoir abordé l'espace méditerranéen comme un tout. Pirenne le faisait déjà dans l'entre-deux-guerres, mais aussi Shlomo Goïta
Goitein, qui compte beaucoup pour les médiévistes parce qu'il a travaillé aussi sur cette société méditerranéenne de marchands depuis les archives de la Guéniza du Caire, qui permettait de travailler sur l'ensemble aussi de la zone et les plus grandes Méditerranées, puisque évidemment quand je parle d'études méditerranéennes, il ne faut pas s'imaginer qu'on s'en tient à la seule mer, ni même à ses rivages. Évidemment, il y a des plus grandes Méditerranées qui vont jusqu'à la Baltique, jusqu'à l'océan Indien, en fonction évidemment des types d'approches que l'on a, des connexions marchandes, des types de produits qui circulent. Et là encore, nous ne sommes pas tenus, si vous voulez, par ce cadre-là. Ce que Braudel, Goitein et d'autres, dès les années 40-50, ont mis en avant avec l'intérêt d'une étude de la Méditerranée comme espace pertinent de l'analyse, comme cadre conceptuel aussi pour les historiennes et les historiens, c'est précisément que l'on sort par définition d'une approche qui serait celle d'un État-nation, voire d'une région étudiée de manière solitaire, ou en tout cas sans tenir compte des connexions qui la construisent. Donc c'était un élément de l'introduction du fameux livre de Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, même si une grande partie de ses archives étaient espagnoles, c'est parce que il a travaillé sur les archives italiennes, parce qu'il a travaillé sur les archives de Dubrovnik, parce qu'il a travaillé sur les archives françaises, qu'il a pu aussi construire l'histoire d'une Méditerranée dans la longue durée. Il a travaillé aussi avec les géographes et avec les autres sciences sociales, et c'est peut-être aussi un élément important de l'histoire transnationale, c'est qu'elle puise aussi assez volontiers, ce n'est pas la seule évidemment, mais aux apports des autres sciences sociales. Et évidemment, Braudel a accompli un effort en ce sens, qu'il n'a cessé par la suite de promouvoir, notamment par l'étude des archives ottomanes. Il a lancé plusieurs travaux pour essayer de documenter davantage l'histoire ottomane, et c'est un effort qui est en cours encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'enjeu de l'histoire méditerranéenne est de ne pas séparer une histoire de l'Europe occidentale et une histoire de l'Empire ottoman, mais bien de les écrire ensemble. Ce n'est pas toujours facile, parce que malgré tout les domaines de spécialisation sont encore marqués, parce que le coût d'entrée dans l'histoire ottomane est aussi difficile, et donc les éléments de la comparaison ne vont pas de soi, et donc il faut à chaque fois les construire. Il y a pour ça toujours plusieurs mouvements dans l'histoire méditerranéenne, entre une extrême fragmentation de cet espace et des volontés d'approche unitaire, dont Braudel est un exemple, dont Goitein est un exemple, dont Peregrine Orden et Nicholas Purcell, qui sont des historiens anglais du début qui ont écrit un important livre qui s'appelle The Corrupting Sea, la mer corruptrice en 2000, sont aussi des représentants, c'est-à-dire travailler entre unité et fragmentation. Il y a un autre enjeu, pourquoi la Méditerranée, qui est politique aussi, qui est plus lié à l'actualité évidemment. Là, on peut relever 3 éléments, je pense, et ça rejoint ce que disait aussi Stéphane Vendôme en introduction. Les études méditerranéennes ont beaucoup changé depuis le début des années 2000, en grande partie parce que le cadre européen n'est plus, je pense, le cadre privilégié de l'analyse historique. En tout cas, on lui a en partie tourné le dos pour essayer de répondre à des questions politiques. Par exemple, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, la demande de partenariat du Maroc, etc. Donc la frontière du mur de Berlin est tombée, mais une autre frontière très violente, très meurtrière, celle de la Méditerranée, est aujourd'hui à nos portes, et elle explique aussi qu'on braque les projecteurs sur cet espace. Donc ça, c'est aussi un autre élément, les crises régulières de réfugiés dans la région. Et un troisième élément aussi, qui est l'impact du 11 septembre 2001 sur les études méditerranéennes, c'est-à-dire essayer de comprendre aussi les rapports entre islam et chrétienté dans la longue durée, et en sortant justement d'une logique de bloc, d'affrontement, de choc de civilisation. Un terme qu'on n'utilise plus justement dans les études méditerranéennes est un terme que Braudel aimait bien, c'est le terme de civilisation. Là, je pense qu'il a été remisé ces dernières années, et pour des bonnes raisons, parce qu'on montre précisément les fragmentations internes à ces différents
différents espaces. Alors quels sont les domaines? C'est le deuxième point de ma présentation sur les études méditerranéennes qui intéressent aujourd'hui chercheuses et chercheurs. Là, je vais faire une énumération qui est peut-être un peu fastidieuse, donc je vais faire quelques sélections aussi, mais ça rejoint en partie ce que disait Claire Zalck aussi sur la question des transits, des migrations. Nous travaillons sur des populations mobiles et là, je pense qu'il y a un paradigme qui unit nos différents travaux, c'est le paradigme des historiographiques de la mobilité et de l'histoire circulatoire plus généralement. Alors pour ça, l'histoire moderne s'ouvre canoniquement en France en 1492 avec aussi l'expulsion d'une centaine de milliers de juifs de la péninsule ibérique qui forment diaspora, l'expulsion des Morisques d'Espagne au début du XVIIe siècle également entre 1609 et 1614 forme elle aussi une importante diaspora de 300 000 personnes et de fait les diasporas sont aujourd'hui une manière d'étudier l'espace méditerranéen dans son ensemble, la diaspora séfarade, la diaspora grecque, la diaspora albanaise, la diaspora tzigane, la diaspora grecque sont aujourd'hui des champs d'études qui, évidemment, se déploient sur l'ensemble du monde méditerranéen, depuis l'Espagne jusqu'à l'Empire ottoman et de manière, si vous voulez, réversible, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe, et également qui permet de connecter la Méditerranée avec d'autres espaces du monde. Là encore, nous ne sommes pas limités au seul bassin ou à la mer intérieure. Qui étudie la diaspora séfarade étudie aussi bien Amsterdam que les Caraïbes, le Brésil et en même temps Salonique, Livourne, les grands centres de la diaspora. De la même façon pour la diaspora arménienne qui aujourd'hui intéresse beaucoup les historiennes et les historiens de la Méditerranée qui travaillent sur Istanbul, sur Izmir, sur Marseille ou sur Londres. Évidemment, il faut travailler également sur la Nouvelle Julfa en Perse, sur l'océan Indien et jusqu'aux connexions, vous voyez, qui vont jusqu'en Chine et à Macao. Donc ces diasporas sont évidemment un cadre d'analyse intéressant. Les marchands et les marins sont aussi un domaine privilégié. Alors, ça l'était chez Braudel, ça l'est encore. C'est-à-dire que ça produit des documentations. On peut travailler justement sur la mobilité des populations négociantes, qui avait aussi intéressé beaucoup Daniel Roche au début des années 90. Les marins également, et pas uniquement les marins des grandes compagnies qui connectent les différentes mers du globe, mais aussi ces myriades de caravaneurs, de caboteurs qui tissent la Méditerranée et les différentes régions de Méditerranée. Un terme qu'on voit beaucoup plus utilisé que transnational en vérité dans les études méditerranéennes et transrégional, parce que justement on travaille aussi sur bien souvent des colonnes nord-sud dans l'espace méditerranéen entre Espagne et Maroc par exemple, entre Italie et Tunisie, entre Grèce et Égypte. Vous voyez, ce sont des corridors bien souvent de connexions maritimes sur lesquels aujourd'hui les études se portent. Je pense aux diplomates également, aux objets qui font l'objet d'études à l'échelle méditerranéenne. Et ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les circulations de procès, de jugements. Comment plaider une affaire pour un marchand quand il se retrouve dans un port de Marseille, alors que une partie de ces marchandises sont dispersées entre Izmir, Istanbul, Le Caire. Comment essayer d'obtenir réparation? Vous voyez, ce sont des questions qui posent des problèmes à la fois documentaires et historiques tout à fait intéressants sur la question des transplantations juridiques, de leur circulation et plus généralement l'histoire, si l'on veut, des procédures qui, là encore, pour les historiennes et les historiens sont très utiles puisque ça offre évidemment des documentations très abondantes. Alors, ça fait partie des domaines, je pourrais évoquer les pèlerins, je pourrais évoquer beaucoup d'autres choses, je ne vais pas le faire. Je terminerai sur les enjeux et les difficultés. D'abord, vous l'entendez, un problème d'archives, c'est-à-dire une nécessaire mobilité aussi des chercheuses et des chercheurs eux-mêmes pour se rendre dans les centres d'archives, pour essayer de croiser, de déplacer aussi le point de vue sur tel ou tel aspect que j'évoquais, qu'il s'agisse de l'histoire des diasporas, de l'histoire des marchands, de l'histoire de la circulation des objets. Il faut les prendre dans différentes instances documentaires et bien sûr, qui dit différentes instances documentaires dit aussi différentes langues. J'ai pas compté le nombre de langues qu'il faut
pour faire idéalement toute l'histoire de la Méditerranée, mais il en faut beaucoup, sans doute plus d'une vingtaine. Et en tout cas, on a produit des archives dans ce nombre de langues. Évidemment, personne n'a cette ambition folle de maîtriser l'ensemble des langues du bassin méditerranéen. En revanche, ça nécessite évidemment la prise en considération d'une historiographie et d'une bibliographie qui s'écrit, elle aussi, dans différentes langues. Et c'est là où je pense que le programme LASH de l'histoire transnationale rejoint le programme FOR qu'évoquait Stéphane Van Drem, c'est-à-dire cette période 1750-1850, qui est aussi une période durant laquelle une partie de la discipline historique s'est construite, et donc à partir de laquelle aussi on doit travailler avec ce que aussi disait Claire Zalck, une ambition de sortir d'une certaine forme de nationalisme méthodologique, c'est-à-dire d'une bibliothèque aussi qui peut être limitée à celle d'un pays sur un domaine. Et ça, c'est un effort qui est à la fois difficile, enfin qui réclame vraiment un travail de collaboration, de lecture, l'extension d'une bibliothèque et qui est toujours en programme, qui est toujours un processus si l'on veut. Et en même temps aussi, ça pose une question très directe à l'histoire de la Méditerranée actuellement, c'est dans quelle langue l'écrire aussi pour justement toucher ces différentes régions. Bon, la réponse est assez simple, c'est en anglais. Je suis désolé de le dire à la BNF, je me cache presque ici, mais de fait, ça fait partie aussi d'un vernaculaire qui est aujourd'hui adopté dès qu'il s'agit de travailler sur la Méditerranée dans son ensemble. Et je pense que là, il y a aussi une question, évidemment, en termes conceptuels, en termes des termes qu'on utilise, évidemment, c'est un point important. Les dangers, évidemment, vous pouvez les voir aussi, je pense, les coûts de cette histoire transnationale. C'est une histoire qui coûte cher lorsqu'elle veut être bien accomplie. C'est pour ça qu'elle réclame bien souvent aussi des fonds importants. Alors, dans le cas du projet de Lombard World, il y a eu des fonds européens qui ont permis aussi de travailler sur différents fonds d'archives dans le monde, etc. Évidemment, on peut espérer que chaque bibliothèque se dote d'un Gallica, mais là encore, il y a des biais de sélection, des biais de numérisation qui sont très difficile, et il faut prendre conscience de cela. Je crois l'histoire transnationale comme l'histoire globale est une histoire de riches, écrite par des riches pour des pays riches. Donc ça pose des vraies questions, là encore, politiques, qui ne sont pas résolues, mais qui, je pense, doivent être prises en considération dès qu'il s'agit de prétendre vraiment faire du global ou du transnational. Ces contraintes matérielles, voilà, je pense que c'est un des éléments importants, dans la mesure où aussi l'autre crise qu'on évoquait, celle climatique, va nous imposer peut-être une forme de sédentarité accrue. Et donc là encore, utiliser les avions low cost pour aller dans toutes nos archives autour de la Méditerranée n'est peut-être pas la solution si on veut continuer à faire de l'histoire. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Alors, il nous reste peu de temps en fait. Ce que je vous propose, c'est peut-être... On ouvre la discussion. On ouvre tout de suite la discussion, comme vous voulez. Je voulais juste dire, parce que ce qui m'a frappé, c'est, disons, les recouvrements, les chevauchements entre les différentes... Alors qu'on est sur des périodes évidemment très différentes, mais aussi bien du côté des ambitions, disons... Très clairement, on voit bien qu'il y a cette capacité à revisiter aussi des objets classiques, des récits établis. C'est pas une historiographie forcément qui cherche à passer forcément par la bande. Il y a une forme de provocation en fait dans l'histoire transnationale. Très clairement, c'est de s'affronter à des grands récits. Bon, ça peut être ce qui s'est fait sur l'histoire. Bon, tu mentionnais Ellis Island, évidemment. Bon, voilà. À partir de cette méthodologie, il y a quand même ce désir de décentrement en fait qui est. Je pense que la question, cette ambition me semble très important d'enrichir les descriptions. Donc il y a quand même une dimension quand même assez empirique aussi. Et c'était assez présent dans vos deux exposés. Et puis la capacité transformatrice de la mobilité. C'est-à-dire la mobilité, c'est pas on va d'un point A à un point B. Comme on le faisait un peu au départ dans la méthodologie des transferts, ou qui était un peu quand même un peu statique.
Bon, ça bougeait, mais finalement, on transportait. Là, on voit bien, c'est souvent dit par les spécialistes des intermédiaires, etc. D'abord, il y a des gens dont le rôle, c'est de faciliter la mobilité. C'est des spécialistes de la mobilité, des interprètes, des capitaines, des pilotes de navires. Donc, il y a tout un personnel, on peut en faire une histoire sociale, de gens qui étaient relativement invisibles dans tous les comptes rendus, parce que finalement, bon, l'important, c'était pas eux, c'était comment les transactions se faisaient d'un point A à un point B. Alors du coup, ça modifie complètement la manière dont on peut faire des histoires classiques, histoires sociales, en s'intéressant justement à des trajectoires, voilà, de gens qui sont qui ont été souvent dans des interstices, en fait, qui ont échappé à une histoire des groupes. Bien sûr, il y a eu une histoire des commerçants, bien sûr, il y a eu des diasporas marchandes, ça date pas d'aujourd'hui, etc. Mais la manière dont on a aujourd'hui, on réaborde ces questions, me semble assez intéressant, justement en visant ce qui facilite, ce qui cadre, le framing en anglais, les pratiques de mobilité. Bon, par exemple, d'où par exemple l'importance du droit, qui n'était pas forcément quelque chose lequel les historiens étaient forcément des grands fans, etc. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une ressource très intéressante pour réaborder ces différents éléments. Et puis, bon, tu l'as bien dit, bon, Histoire des riches, c'est une histoire cosmopolite. Effectivement, dans les années 2000, il y a eu effectivement, avec cette ouverture au monde, le low cost, bien sûr, qui a permis ça, etc. C'est très clairement que l'un des risques, c'est ce qu'on appelle en anglais le contributionnisme, c'est-à-dire penser que voilà, on va faire une histoire intégrée où chacun a sa place, etc., etc., en balayant d'un revers de main. Donc ça, c'est un peu ce que promeuvent certaines grandes fondations américaines. Ce qu'elles veulent faire, c'est United Color of Benetton, c'est ça, parce que maintenant on a le moyen de le faire, donc on va le faire en faisant du digital, etc. Donc ça va être très beau, etc. Et en même temps, bon, il n'y a plus d'asymétrie, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de contrôle, voilà, parce que cette mobilité, il y a eu des grands programmes, dans toutes les choses dont on a parlé, il y a eu des programmes entiers sur le contrôle de la mobilité en Méditerranée, sur les procédures d'identification, etc. Donc quand même une histoire qui n'a pas oublié justement de traiter ces questions. Et donc évidemment une question qui est pendante, c'est comment on enseigne en fait. Bon, on a dit les coûts, etc. bien sûr, mais au-delà, même si on faisait abstraction du déplacement dans les archives, voilà, comment ça c'est une question qui est quand même la question de la transmission. D'un paradigme qui reste souvent très virtuose. Voilà. C'est-à-dire comment on enseigne une histoire qui est hyper expérimentale, qui tient souvent la virtuosité d'un certain nombre d'historiens. Voilà, je ne me compte pas parmi eux, mais je veux dire, vous allez lire ces histoires, ces livres, vous allez être intimidé. C'est pas quelque chose qui est négligeable. Voilà. Comment on transmet, comment on forme des étudiants, éventuellement comment on forme un public, parce que c'est aussi un des gros problèmes. Je veux dire, c'est quoi le lectorat en fait de cette histoire transnationale? Je veux dire, pour l'époque moderne, il y a des termes arabes, il faut maîtriser des contextes géographiques qui nous sont pas familiers, etc. Ça a un coût d'entrée aussi très important en termes de transmission dans les programmes du secondaire, par exemple, concrètement. Alors en plus, bon, je pense que vous pouvez en dire un mot parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui a aussi qui est passé dans l'enseignement secondaire, que ce soit autour de la Méditerranée ou autour des migrations, dans les manuels, etc. On voit aujourd'hui qu'on a réécrit quand même. Donc je vous laisse dire un mot là-dessus et puis après on peut ouvrir. C'est enfin, si vous voulez. Comme tu veux. Je commencerai là chronologiquement. Oui,
En revanche, c'est pas une histoire. C'est juste une petite note de bas de page, mais pas de sur les riches. C'est pas parce qu'on parle des marchands et des commerçants uniquement que c'est uniquement sur des personnes aisées. On fait aussi l'histoire justement. Non, les riches, c'est nous. Voilà, c'est ça. C'était plutôt les conditions matérielles pour écrire cette histoire qui suppose en effet une capacité de mobilité, voilà. Et ça, c'est une question qui se pose précisément au moment de l'enseignement, et je dirais dans la transition entre licence et master pour les étudiants. C'est un point difficile parce que on a la chance en France d'avoir des archives qui documentent différentes parties du monde, et on peut commencer, je dirais, à travailler à partir aussi de ces documentations, parce que c'est malgré tout par l'archive qu'on arrive à faire quelque chose, à situer un propos. Et c'est ce travail de situation, de mise en cas des problèmes historiques, qui est, je pense, une entrée pertinente pour l'enseignement. Une erreur, je pense, qu'on fait, et là je mets vraiment collectivement, et je ne dirais pas qu'elle est propre à mon université Paris 1, parce que je pense qu'on fait des efforts justement pour proposer un panel d'enseignement très large, mais on continue de penser que c'est en ayant une vue presque par satellite de ce qui s'est passé à l'époque moderne, avec des grands ensembles, des grands mouvements, etc., qu'on arrive à présenter eh bien, le cadre des évolutions historiques. Plus j'enseigne, moins je crois ça. Alors je dis pas que là je parle vraiment en mon nom, je parle pas au nom de l'institution, mais je pense que au contraire, plus on réduit la chronologie et plus on ferme le cas à justement ces différentes dimensions, ces différentes palettes sociales, économiques, politiques, et qu'on arrive à précisément lier un terrain à un autre, en montrant que ces circulations étaient omniprésentes, qu'elles ne sont pas le fait justement de quelques passeurs exceptionnels, mais qu'elles sont bien une composante essentielle des sociétés modernes. La mobilité fait partie des sociétés modernes et de toutes les sociétés modernes. Le montrer à partir d'un espace situé, je pense, est un moyen d'entrer dans les documentations et de provoquer aussi un désir de croisement d'archives, qui est, à mon avis, une des clés du transnational. C'est-à-dire, c'est quand même par le cas et par l'étude très située et fouillée dans le lieu d'une personne, d'un espace, d'un fait historique, je pense qu'on peut arriver justement à croiser les documentations. En tout cas, on essaie de le faire. Et donc, je pense que ça fonctionne assez comme cela, et précisément à la Courneuve, aux archives diplomatiques, aux archives nationales, il y a des documents pour aussi travailler de manière très très située sur le Siam, sur le Venezuela et bien sûr sur l'espace méditerranéen plus largement. Je souscris complètement à ce que vient de dire Guillaume Calafa, d'abord, et aussi à ce que Stéphane a présenté. C'est vrai que cette histoire, elle pâtit de cette question de la virtuosité. D'abord, elle est très masculine, cette histoire. Je ne sais pas si vous regardez, c'est pas rien. C'est qu'il faut parler 50 000 langues, il faut avoir été partout, et il faut connaître toute l'histoire de tout le monde. Donc c'est extrêmement intimidant. Et il me semble en effet que la proposition de transmission de cette histoire en partant de cas permet de dédramatiser les enjeux et de montrer que sur un cas, en fouillant un cas, on va chercher, c'est-à-dire de partir. Donc, en fait, on passe un peu à la question de l'épistémologie, mais c'est vrai que se poser à une autre échelle permet de tirer les fils et donc de remonter le fil de l'histoire sans nécessairement penser qu'il faut tout maîtriser. Pour les langues, par exemple, qui peut être un obstacle très important dont tu parlais, ça peut être aussi parfois contourné par de l'apprentissage sur le tas. C'est-à-dire que moi, je parlais absolument pas polonais, je tiens juste à le lire. Je parle toujours pas polonais, j'arrive à peu près à lire des registres administratifs en polonais, et j'ai appris sur le tas. Et je pense que apprendre... c'est comme, j'ai toujours cette métaphore du modèle Ikea, c'est-à-dire que si vous apprenez pour monter un lit Ikea, il faut le monter, en fait, et c'est là où ça marche. Vous pouvez apprendre le mode d'emploi par cœur, ça ne marchera pas. Et les langues, il me semble qu'être en action sur le cas, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on va du coup être guidé par le cas et apprendre ce qui se passe. Et pour la transmission, sur ce projet-là, j'anime depuis 3 ans des ateliers
d'enquête avec une quinzaine d'étudiants, il y en a quelques-uns qui sont parmi vous, et j'ai vu combien d'être attaché aux personnes et à essayer de suivre ces personnes en reconstituant toutes les sources qu'on peut trouver sur ces personnes. Alors évidemment, on est au XXe siècle, évidemment, il y a beaucoup de sources qui sont numérisées, mais ça peut vraiment provoquer du transnational et une envie de transnational chez ces étudiants qui est assez phénoménale parce qu'on s'attache aussi au cas et qu'on est moins impressionné. Donc il me semble que dans la transmission, ça peut être quand même des bons moyens de procéder. Je voudrais juste avoir quand même rappelé que le transnational a des limites sur les mobilités, tout le monde bouge, etc. Mais enfin, les frontières restent très compliquées à passer pour beaucoup de personnes, notamment, on ne va pas faire des échos récents, je pense que vous les avez tous en tête. Et donc, il y a aussi, je crois, ce danger du transnational de dire tout circule, tout est fluide. On est aussi, je pense que travailler sur le transnational, c'est aussi faire l'histoire des contrôles. En effet, et je pense que Stéphane, je souscris complètement ce que tu as dit, et de rappeler que les frontières sont aussi étanches, que c'est compliqué de passer d'un pays à l'autre. Mais je voulais juste vous montrer, j'avais préparé juste un tout petit cas de cette femme, là, Jitla Sonnenschein, pour vous montrer ce que ça peut donner comme résultat. Elle est en Pologne en 1932 dans un registre de population. Vous voyez sa tête là dans une archive polonaise, une demande de carte d'identité. Comme vous le voyez sans doute, si vous connaissez le polonais, elle est née le 5 décembre 1897. Et puis on la retrouve à Paris. Elle est arrêtée. Et puis là, c'est la même. Et elle est née le 5 décembre 1907. Et donc moi, je me dis, mais comment c'est possible que... Pourtant, c'est quand même 5 décembre, c'est le même nom, la même ville de naissance. Et bon, elle a eu cette... On peut beaucoup se demander si c'est de la coquetterie, de se rajeunir de 10 ans lorsqu'on est arrêté par la police en 1938. C'est une manière d'essayer d'attendrir aussi. Mais vous voyez, de montrer ce que ça peut être dans un contrôle un contexte hyper contraint, parce qu'elle est arrêtée, c'est le fichier de la sûreté, elle va avoir un arrêté d'expulsion et un arrêté de refus de séjour, mais elle a cette petite marge de manœuvre qui est de pouvoir se rajeunir de 10 ans, et puis elle va garder cet âge de 10 ans qui n'est pas donc son âge de naissance, puisque j'ai son acte de naissance en Pologne, ou alors jusqu'à sa mort, et sur sa tombe à Bagneux, elle est née le 5 décembre 1907. Et je voulais juste vous montrer comment, vous voyez, ça permettait aussi ces atouts de reconstituer les trajectoires transnationales d'individus, de montrer, je pense, des choses intéressantes sur les questions de catégorisation, de leurs limites et du jeu possible avec les identités. Peut-être sur ce point, mais très très rapidement, c'est vrai qu'en suivant les personnes et les choses, tout autour du bassin méditerranéen, mais au-delà, à nouveau, on peut aussi travailler sur la façon dont les archives sont produites elles-mêmes. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que cette façon de tirer les fils par l'enquête, comme le décrivait Claire Zalck, c'est aussi une manière de travailler sur la façon dont les fonds sont constitués et les types d'archivation, d'archivage de chaque région. Ça, je trouve cette approche-là aussi très importante parce qu'elle rejoint d'autres préoccupations historiennes actuelles qui consistent justement à comprendre aussi quel document nous a laissé l'histoire. Ensuite, sur l'écriture et sur les langues, c'est aussi quelque chose à venir, sans doute, peut-être pour la communauté historienne, c'est de travailler aussi ensemble et d'écrire à plusieurs mains. C'est très difficile dans notre discipline, en tout cas ça l'est plus que dans d'autres, mais je pense que c'est aussi par ces complémentarités qu'on peut arriver à produire de nouveaux récits et surtout des études inattendues. C'est là que l'histoire transnationale nous réserve, je pense, beaucoup de belles surprises. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.